avec l'Inde, l'Iran, etc., le Pakistan, je crois, comme observateur. C'est-à-dire que l'Asie en a marre que les États-Unis prétendent dominer partout où ils sont et prétendent dire ce qu'ils doivent faire. L'Asie veut se développer de façon autonome et par une façon indépendante des États-Unis. Alors, les États-Unis veulent, je l'ai dit et je le maintiens, contrôler le pétrole partout où il est dans le monde pour gagner de l'argent et pour tenir le robinet du pétrole par rapport à toutes les autres grandes puissances. Là, on est dans une représentation. Et vous le trouvez dans des textes des États-Unis. Il faut lire les revues militaires. Là, maintenant, il y a les choses qu'on dit à la télévision. Mais en réalité, quand vous lisez les revues militaires stratégiques des États-Unis ou les trucs du Wall Street Journal, etc., ils disent bien, nous devons contrôler le pétrole nous-mêmes. Oui, Et ici, on est dans une représentation de télévision et on m'a accusé d'être anti-israélien et que je calomniais Israël et que je les porterais comme je m'attendais, parce que je sais que vous êtes dans un lobby israélien. Je vais vous prendre une petite déclaration de David Ben Gurion, certainement une source que vous allez respecter, qui disait, donc c'est le fondateur de l'État d'Israël en 1948, qui disait « Si j'étais un leader arabe, je ne signerais jamais un accord avec Israël, c'est normal, nous avons pris leur pays, ils ne voient qu'une seule chose, nous sommes venus et nous avons volé leurs terres, pourquoi devraient-ils accepter cela ?» Ça, c'est la réalité de ce que pensent les dirigeants d'Israël. Et ici, on est juste dans un show pour la télévision. C'est Dayan. Alors d'abord, vos sources sont fausses parce que c'est Moshe Dayan. D'une part, d'autre part, c'est Moshe Dayan, je vous remercie. D'une part, d'autre part, aux yeux des Palestiniens et des Arabes, il est absolument évident que la présence d'Israël, encore aujourd'hui, pour la plupart d'entre eux, pas tous d'ailleurs, est encore illégitime. Et je pense que ça finira par se régler le jour, vous avez tout à fait raison, où il y aura enfin deux souverainetés, souveraineté israélienne, palestinienne, etc. Et deuxième point, là, je pense qu'on est dans une représentation non pas télévisée, mais pour ce qui vous concerne, cher monsieur, totalement obsessionnelle. C'est-à-dire que les États-Unis dominent le monde et l'Asie. L'Asie, c'est une représentation, ça n'existe pas. Alors, ce que vous parlez de l'Asie sur le plan géopolitique, l'Asie en a marre de, ça ne veut rien dire, c'est tout simplement pas sérieux. Et parmi les plus importants alliés des États-Unis dans le monde, eh bien, il y a plusieurs pays d'Asie, mais il y a aussi plusieurs pays arabes, plusieurs pays d'Amérique latine, etc. Donc, on est réellement là sur quelque chose, me semble-t-il, qui relève du fantasme anti-américain, éventuellement aussi anti-israélien. C'est pas plus gênant que ça, mais en même temps, je pense que c'est pas extrêmement sérieux parce que on est là sur une représentation qui, me semble-t-il, est réellement fantasmée. Vous avez une quantité de déclarations de dirigeants israéliens qui ont dit on va chasser par la violence les Palestiniens de leur terre. Je vous demande simplement, est-ce que c'est acceptable de chasser des gens de leur terre? C'est ça qui s'est passé. C'est pas un fantasme. C'est un des avatars des obsessions, souvent d'extrême gauche de certaines personnes. On est en train de parler de l'approvisionnement en pétrole qui serait, selon vous, bloqué ou dominé par les États-Unis. Tout d'un coup, dans un moment de télévision, où nous sort un texte apocryphe, nous parlons de Ben Gurion. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du caractère complètement obsessionnel de votre comportement. Le texte n'est pas faux, mais c'est un texte de Moshe Dayan. C'est un texte scandaleux, c'est la pensée des dirigeants israéliens. Et comme vous n'avez pas d'argument, vous dites que c'est obsessionnel, mais ce sont des faits. Il y a une confusion entre le marché pétrolier, qui lui est régi par les lois du marché, l'offre, la demande, etc., et que les Américains ne contrôlent pas. On voit des équilibres tellement absurdes sur le marché du pétrole qui peut basculer en quelques mois de 150 $ le baril à 45 $ le baril. Aujourd'hui, c'est un marché qui n'est absolument pas régulé. Et puis la question stratégique, qui est autre chose, qui n'est pas le contrôle du marché, qui est le contrôle de la sécurité des voies d'approvisionnement. Et là, les Américains jouent le rôle essentiel. Pour eux, d'abord, bien évidemment, mais aussi pour le reste du monde. Ils sont une police d'assurance pour l'ensemble du monde, et en même temps, ça leur donne un instrument de puissance par rapport au reste du monde. Mais ce n'est pas la domination du pétrole, c'est la question de la sécurité. C'est autre chose. Cette sécurité, elle n'existe du point de vue effectif qu'en cas de guerre. En cas de paix, nous sommes dans le marché. Ou au cas où il n'y aurait plus assez de pétrole pour tous ceux qui en veulent au même moment. Non, parce qu'il faut que le marché cesse d'exister. Et là, on est dans autre chose. On n'est pas dans la situation des années 30 où le marché a cessé d'exister. Aujourd'hui, le pétrole, c'est un prix qui est fixé sur le marché de Rotterdam, sur le marché de Londres, etc., et pas par un stratège au Patagone. Pour faire avancer le débat, je voudrais vous soumettre les nominations qu'a déjà faites Barack Obama. On sait qu'Hillary Clinton sera aux affaires étrangères, que Robert Gates
est maintenu à la défense. Il était déjà le secrétaire d'État à la défense de George Bush, et c'est lui qui a coiffé l'invasion de l'Irak. On sait que James Jones sera son futur conseiller à la sécurité nationale. Il a commandé l'OTAN, il est un proche de McCain, et on sait que c'est Daniel Kurtzer qui a été nommé envoyé spécial au Proche-Orient. Il a été nommé ambassadeur des États-Unis en Israël par George Bush. Avant cela, il avait été nommé ambassadeur en Égypte par Bill Clinton. Alors qu'est-ce qu'on sait de lui? Qu'il avait protesté contre les colonies. On sait aussi qu'il est contre le mur de séparation. Et il a dit aujourd'hui que le statut de Jérusalem doit être discuté avec les Palestiniens, ce que l'actuel gouvernement israélien refuse. Alors qu'est-ce que ça signifie pour vous, toutes ces nominations, Robert Baer? Ça, c'est de bonnes nouvelles. Tous les gens-là, Jones, Kurtzer, Hillary Clinton, ils sont très compétents. Oui, mais ils ne sont pas idéologues. Idéologues, je m'excuse. Donc ils peuvent changer d'avis, vous voulez dire? Changer d'avis avec Obama. Ouais. Beaucoup de loyauté. Et ils sont acceptés à Tel Aviv. Ça, c'est très, très important. Vous n'avez pas cité Robert Gates? Ancien collègue à moi, un ami à moi. Il est très bien. Il n'est pas un conservateur. Donc vous pensez que tous ces gens-là, je suis très content. Tous ces gens-là pourraient éventuellement discuter avec les Iraniens et peut-être même ensuite s'entendre avec eux? C'est certain. C'est bon. Surtout Robert Gates, parce qu'il était déjà dans l'Iran Gate. Donc il a déjà discuté avec les Iraniens. Non, mais ce qu'il faut dire, c'est de toute façon, le changement de la politique américaine, il a déjà eu lieu sous la dernière année de George Bush. La négociation sur le conflit israélo-arabe a repris avec Annapolis. La décision de retrait d'Irak a été faite. L'accord a été signé sous George Bush pour 2011. Pas l'Iran. La volonté de mettre le paquet sur l'Afghanistan, qui était annoncée dans le programme électoral d'Obama, elle a déjà été lancée. C'est-à-dire que l'ensemble des changements qu'on attendait d'Obama, en fait, ont déjà été pris ces 6 et 12 derniers mois. Ce qu'on peut attendre de la politique américaine, la nouvelle administration, c'est qu'elle accentue les changements qui ont déjà été pris depuis un an. Alors, en ce qui concerne le conflit israélo-palestinien, puisque vous avez tous l'air de dire qu'il faut d'abord régler ça avant que quoi que ce soit puisse arriver, dans quelle direction vont les États-Unis et dans quelle direction devraient-ils aller? D'abord, tout à fait d'accord sur la compétence et la pondération des gens qui sont aujourd'hui au pouvoir. D'ailleurs, ça révèle bien que Obama suit la théorie de Max Weber, l'éthique de conviction et l'éthique de responsabilité. On est passé d'une éthique ou d'un discours il y a encore 1 an, 2 ans, qui était relativement, qui n'était pas gauchiste, enfin qui était extrêmement à gauche, on va dire en matière d'affaires étrangères, vers un recentrage qui me paraît extrêmement intéressant. Les hommes très franchement, de George Bush, ou de Clinton. Je dirais plutôt Clinton, qui d'ailleurs a tenté au Moyen-Orient à l'époque des choses qui me paraissaient tout à fait intéressantes. Mais là où je suis moins optimiste, c'est sur les priorités. Moi, je pense que le conflit israélo-palestinien aux yeux de l'administration américaine aujourd'hui n'est pas une priorité. C'est pas que c'est pas important, c'est que le dossier iranien, et je maintiens que le dossier notamment nucléaire iranien sera la priorité à très court terme de Washington. 2, il y a effectivement l'Afghanistan, ou plus exactement le vaste communicant entre l'Irak et l'Afghanistan. Non pas que 125 000 hommes vont passer en Afghanistan, mais je pense qu'effectivement ils vont mettre, comme l'a dit Henri Laurence, le paquet. Et puis 3e point qu'on oublie, et peut-être qu'il faudrait même le mettre en premier, c'est la relation avec la Russie. Regardez à quel point, avec quelle fraîcheur, j'emploie là une litote, Medvedev a accueilli l'élection d'Obama. Or, les États-Unis ne peuvent pas se permettre une dégradation trop forte de leur relation avec la Russie. D'abord parce que ça aura une influence sur le Moyen-Orient, avec une Russie qui soutiendra davantage l'Iran et la Syrie éventuellement, et d'autre part parce que le Caucase est en jeu, et le Caucase est une pièce maîtresse sur le plan géopolitique de tout le dispositif américain.